Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Aujourd'hui, jeudi 15 novembre 2018, cela fait exactement 500 jours que les 39 femmes et enfants du village de Ngalewa ont été enlevés par la secte Boko Haram. Suivez à ce propos les réactions des membres du mouvement de Ngalewa de Difa. C'est un événement qui est terrible, tragique. Nous sommes éplorés et vraiment il faut être sur le terrain pour comprendre combien les gens là et nous-mêmes souffrons de cet enlèvement. Cet enlèvement, pourquoi nous souffrons? Parce qu'il faut aller dans cette communauté. Aller le village qui s'est déplacé, Ngalewa, vers le nord de Kablewa. Aller voir des vieillards, des pères de famille qui ont perdu leurs fils, plus leurs filles enlevées. Des filles qui sont enceintes de 8 mois. Imaginez l'avenir de ces enfants qui vont naître dans cette, aussi quoi même, parce que dans cette jungle, on peut le dire, si on peut le dire ainsi. Et aussi c'est souffrant parce que il y a l'indifférence de nos autorités. C'est nos autorités qui sont habilitées à même négocier avec d'autres, pour libérer d'autres citoyens qui sont même pas, qui n'ont aucune responsabilité sur eux, ils font des négociations pour les libérer. Par exemple, le cas des agents de Arriva. Vous voyez, mais voilà des Nigériens qui sont sans défense, alors que la première mission de l'État et la mission régalienne, c'est d'assurer la sécurité de ces citoyens. Aujourd'hui, voilà, ces citoyens sont laissés à eux-mêmes. Ils sont là, ils souffrent. Ils sont déplacés dans un endroit où même il n'y a pas de l'eau à boire. Imaginez, c'est déplorable. 500 jours, c'est pas 5 secondes. 500 jours, c'est pas 5 jours. 500 jours, c'est pas 5 minutes. Imaginez séparer quelqu'un de 500 jours, s'il vous plaît. Ça, normalement, l'État doit sur soi engager des négociations. C'est pas une raison de dire bon on ne peut pas négocier avec les terroristes, mais les terroristes qu'on a négocié pour libérer, c'est là qui nous exploitaient. Pourquoi ces gens ils sont plus nigériens que les autres? Ils sont plus humains que les autres? Il faut avoir cet humanisme. C'est pourquoi nous lançons un appel, un vibrant appel au président de la République, qui est le premier responsable, qui est le chef suprême de l'armée, qui est censé assurer. C'est pas nous, c'est la caution, parce qu'il est là pour assurer la sécurité des Nigériens, pour le bien-être des Nigériens. Par conséquent, nous lui rappelons l'article 10, qui est la personne humaine sacrée. Nous lui rappelons l'article 24, ces enfants-là qui ont besoin de se développer, de s'épanouir intellectuellement, matériellement, ils sont ces enfants aujourd'hui. Le président de la République a tenu une promesse qui disait que c'est les enfants nigériens de l'âge de 0 à 6 ans, ou bien de 6 ans à 18 ans, ils auront l'éducation, la gratuité de l'éducation. Mais où est ces enfants d'Inglewa? Nous, on se pose la question. Parce que moi, lorsque j'ai vu un vieillard, maintenant je lui ai dit, mais est-ce que vous avez l'air nouvelle? Il a dit, mais ils n'ont pas l'air nouvelle. Lui, maintenant, il n'arrive même pas à tenir. Parce que c'est sa seule fille qui est là. Son enfant, on l'a égorgé. Maintenant, sa seule fille, celle-là même, elle était enceinte. Un vieillard de 72 ans. Imaginez qui va lui porter de l'eau. Personne. Aujourd'hui, il souffre parce que c'est moralement souffrant. Il souffre psychologiquement. Et maintenant, le pire, maintenant, ils disent, bon, voilà des gens qui parlent à nous, non, mais nous, on ne voit rien. Même les autorités qui sont ici à Difa, ils arrêtent d'aller visiter les gens là, savoir quel est leur problème. Les gens, non seulement ils sont envoyés, ils sont renvoyés, ils se sont fait déplacer de chez eux. Maintenant, voilà, leurs familles ont été enlevées. Pire, ils n'ont pas même de l'eau à boire. L'eau là où ils se trouvaient au nord, à 15 km de Kablewa au nord, l'eau que vous allez voir, c'est une eau qu'on ne peut pas supporter dans un état normal. C'est pourquoi vraiment nous, en ce qui concerne, nous avons toujours parlé, nous avons toujours dénoncé. L'État du Niger s'est également prononcé par rapport à cet enlèvement par la voix du ministre Marté Mamadou. On l'écoute. Face aux dures épreuves injustement imposées aux paisibles populations de cette région par la secte Boko Haram, voudrais-je transmettre la compassion des plus hautes autorités de notre pays aux familles endeuillées. En tout état de cause, le gouvernement continue toujours la recherche des voies et moyens afin de libérer les femmes et les enfants d'Ngalewa enlevés par cette nébuleuse. Je puis vous assurer que les autorités de la 7e République ne les ont pas oubliés. Autre aspect de cette édition, pour se conformer au dispositif de l'UEMOA, l'État du Niger a demandé aux contractuels de l'enseignement primaire et professionnel de domicilier leur pécule au niveau du Niger Post. Pour mieux expliquer les tenants et les aboutissants de ce processus de bancarisation, le directeur général de Niger Post a été cet après-midi devant la presse. Un extrait de son intervention avant de le retrouver en partie magazine. Comment est-ce que ce processus est né? Vous savez,
entre les fonctionnaires et les contractuels, le dispositif, le processus de paiement est totalement différent. Les fonctionnaires, ils ont un matricule, ils sont informatisés, leur état de paiement, très rapidement du ministère des Finances, passe au Trésor, etc. Ça va très vite. Les contractuels ont une problématique. Il y a une problématique autour des contractuels. Tout est papier. C'est-à-dire qu'il faut, dans le village, ensuite, dans la commune, dans le département, avoir un état papier signé, validé par les responsables à chaque niveau, qui remonte ça à Niamey, après la validation régionale, qui remonte ça à Niamey, qui font aussi leur validation, etc., avec toutes les erreurs autour du papier que cela implique, et qui, en même temps, quand c'est validé, les renvoient dans ces régions pour les faire payer. Rien que ce processus-là empêche ce qui est très important pour un contractuel d'être payé à temps. Un contractuel, en fait, est payé aujourd'hui largement après le mois passé. Pourquoi? Rien que ce dispositif de processus papier très lourd, très prenant en temps, etc. Donc, en réalité, pour que ce dispositif, qui est la première, parce que nous, on a travaillé aussi sur la sociologie avec les contractuels, on a discuté avec les syndicats bien avant que le projet puisse venir. La première chose qui les importe, c'est d'être payé à temps. La première chose. Quel que soit le niveau d'imposition, entre guillemets, etc., c'est ça la première chose. En réalité, avec ce processus papier qui va s'informatiser, à disposer d'un fichier clair, permettre d'identifier tout le monde, etc., ça permettra au ministère des Finances, en un temps rapide, de pouvoir mettre en place l'état de paiement de ces contractuels. Mais cela nécessite un certain processus. Cela nécessite le fait qu'on passe du papier à l'informatique. Et cela nécessite un petit temps d'adaptation. Et cela ne pourra avoir de succès que si c'est un seul établissement financier qui reçoit ces éléments-là, qui permettra et à cet établissement financier de pouvoir, avec cette base 100 d'informations, et au ministère des Finances, avec cette information, de pouvoir faire en sorte que tout ce qui a corrigé puisse être corrigé. Voilà pourquoi il y a eu le choix d'un partenaire, pas le choix de plusieurs partenaires. Parce que si on choisit plusieurs partenaires, si les contractuels se lèvent et disent bon, moi je vais aller dans telle banque, etc., ce processus ne pourra pas être enclenché. Il y a ce délai-là qui, à terme, permettra à tout un chacun d'être dans la position qu'il veut, mais il y a ce processus-là qui doit être fait. Idrissa Kane, directeur général de Niger Post, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. La Fédération des unions de coopératives de producteurs du riz du Niger, FICOPRI, a mis à la disposition des riziculteurs une nouvelle méthode d'utilisation d'engrais à travers le placement profond de l'urée. C'est dans les rizières de la commune de Saï, dans la région de Tillabéri, que le produit a été expérimenté. Le compte rendu de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. La terre ne ment pas. C'est en ce sens que ces gens se sont réunis en coopérative pour pratiquer la riziculture. Soucieux du rendement des riziculteurs, c'est de cette optique que la Fédération des unions de coopératives de producteurs du riz du Niger, FICOPRI, a mis à leur disposition l'urée en placement profond qui permet non seulement d'augmenter la production du riz, mais surtout réduire les dépenses en engrais. L'importance de cette pratique, ça consiste à diminuer le coût de la production en diminuant l'apport en engrais et ça augmente la production de 30% environ. L'urée est compactée en granules, comme on l'appelle. C'est les granules là qu'on enfonce. Une graine entre 4 plants. Ça va suivre les plants jusqu'à maturation. Donc tous les cycles de 3 mois. Le fait d'abord, ça donne un bon talage. Et ça suit les plants jusqu'à maturité. Tu n'as pas besoin encore de faire d'autres apports. Les riziculteurs de la commune de Saï ont accueilli favorablement ce nouveau produit qui fait leur fierté.
Ce produit est vraiment bénéfique. Vous-même, vous avez vu comment le riz s'est développé là où j'ai placé l'urée de 5 à 7 cm de profondeur. Le résultat est sans appel comparé à la rizière où je n'ai pas expérimenté ce produit. Je ne peux que remercier la FICOPRI pour nous avoir donné l'opportunité d'augmenter nos rendements, mais aussi de faire beaucoup d'économies d'argent par rapport aux dépenses des produits chimiques. J'invite les autres riziculteurs à utiliser ce produit. Ce produit doit être placé 10 jours après le repiquage du riz et la rizière doit être constamment humide pour que l'objectif escompté puisse être atteint. Cette initiative du FICOPRI a eu le soutien des partenaires et des chefs administratifs et coutumiers, mais aussi des riziculteurs. Ouverture ce matin à la Maison de la Presse d'un atelier de validation du rapport alternatif sur la mise en œuvre du programme sectoriel éducation et formation PESEF 2015-2017. Un atelier organisé par ASSO et PT. Le compte rendu. Après s'être adhéré au programme sectoriel éducation et formation PESEF, ASSO et PT, cette association de la société civile active en éducation, s'est engagée dans le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du PESEF, d'où la rédaction de ce rapport alternatif sur la période 2015-2017 qui fait l'objet de validation par cet atelier. Pour assurer sa responsabilité citoyenne dans le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du PESEF, la coalition ASSO-EPT Niger, fidèle à sa tradition, s'est engagée dans la réalisation d'un rapport alternatif pour faire le point des avancées et les améliorations à apporter sur le PESEF. Pour permettre au rapport de refléter les opinions de chacune et de chacun de vous, la coalition a jugé utile de le soumettre à votre appréciation. Le document issu à votre appréciation, une fois adopté, deviendra d'une part celui de toute la société civile, mais aussi une contribution pour le gouvernement afin d'améliorer ses actions et parfaire la mise en œuvre du PESEF. ASSO-EPT attend de chacun de vous d'apporter sa contribution en vue de son enrichissement. La mise en œuvre du PESEF est financée par le Partenariat mondial pour l'éducation avec comme condition l'engagement de la société civile active en éducation aux côtés de l'État du Niger pour assurer le contrôle de veille citoyenne dans la mise en œuvre du programme. 5e réunion ce matin à la salle de banquet de la primature du comité de pilotage sur l'initiative de gouvernance en matière de sécurité. Une réunion qui a été sanctionnée par un communiqué conjoint dans ce reportage de Nasser Dantofo et Sadou Doumi. À l'entame de cette 5e réunion du haut niveau du comité de pilotage sur l'initiative de gouvernance en matière de sécurité, le général de brigade Hiro Umaru, coordinateur pays SGI Niger, a tenu à remercier les experts des deux parties présents à cette cérémonie. Les avancées vers les réalisations des objectifs de la SGI tels que annoncés dans le plan d'action ont été, elles, présentées tour à tour par Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur du Niger, et Eric Whittaker, ambassadeur du Niger aux États-Unis. Ces avancées reflètent le dévouement et le travail acharné des participants nigériens aux ateliers de la SGI
qui ont démarré en novembre 2015. Voici quelques-unes des nombreuses réalisations des groupes de travail nigériens depuis les dernières réunions du comité de pilotage. Élaboration d'une proposition approuvée par le président de la République visant à créer un organe de planification stratégique pour les forces de défense et de sécurité FDS du Niger. Élaboration d'un manuel pour la mise en œuvre de la doctrine logistique conclue par le groupe de travail logistique en 2017. Planification de réforme de la gestion des ressources humaines et dans l'élaboration du budget. La vocation de l'initiative SGI, qui en fait une initiative spécifique, vise le renforcement des structures institutionnelles et partant l'efficacité de l'action des forces de défense et de sécurité. Il est heureux de noter à cet égard que des résultats positifs ont été réalisés dans le cadre des engagements promus par cette initiative. Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, nous sommes en particulier satisfaits quant au progrès réalisé dans la mise en œuvre du JICEP, le plan d'action commun, depuis la réunion du comité de pilotage du 7 novembre 2017. Un communiqué conjoint a sanctionné la fin de cette réunion. Lors de la présente rencontre, les membres du comité de pilotage des deux pays ont passé en revue les projets accomplis dans la mise en œuvre des objectifs de l'initiative SGI depuis la signature du plan d'action conjoint pays en octobre 2015. Les experts américains ont félicité leurs partenaires nigériens pour les efforts inlassables dont ils font preuve dans la mise en œuvre des réformes conçues au cours des travaux de groupe tels que la planification stratégique, la logistique, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières ainsi que le domaine de la communication en matière de sécurité. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'enclencher une dynamique dans le processus de mise en œuvre afin de s'assurer que les changements institutionnels opérés dans le cadre de l'initiative SGI sont soutenus. Les deux parties ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur engagement au programme SGI tout en soulignant son importance aussi bien pour leur coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité que pour la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. La SGI, une initiative du gouvernement américain, a pour but d'améliorer la gouvernance des institutions de défense et de sécurité, de favoriser la collaboration interarmée et de renforcer la capacité des partenaires africains à répondre aux besoins sécuritaires de leur population, conformément aux valeurs démocratiques. Le Niger est l'un des 6 pays africains à participer à cette initiative. La section 6A de l'NSP d'Amourezika de Niamey est en grève de 48 heures depuis ce matin. Elle fustige l'attitude de l'administration de l'NSP. Retrouvons Nasser Dantofo et Halidou Bourema. 2 semaines après la fin de l'ultimatum accordé à l'administration de l'NSP d'Amourezika de Niamey, la section 6A de la dite institution décide de passer à la vitesse supérieure à travers un arrêt de travail de 48 heures à compter de ce jeudi 15 novembre en guise d'avertissement afin de fustiger la situation qui prévaut à l'NSP imputable à l'administration selon le 6A. C'est contraint et forcé par rapport à la situation qui se présente ici. C'est une déliquescence par rapport à la situation que nous vivons à l'École nationale de santé d'Amourezika. Pour cause. La première des revendications, vraiment, c'est par rapport même à la qualité de l'enseignement. Il y a une certaine négligence qui s'installe, qui s'est déjà installée. Et ça, on ne comprend pas. 1. Nous avons demandé que les vacataires qui viennent nous aider ici dans le cadre de l'enseignement, mais qu'ils soient désintéressés à temps. On ne peut pas comprendre qu'un enseignant vienne pour nous aider, vacataire vienne pour nous aider à enseigner, et que pouvoir le désintéresser par rapport effectivement à son paiement cause problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Mais ces messieurs, ils ont laissé leur travail pour venir nous aider dans le cadre de l'enseignement. Et ceci est impossible. Tout simplement parce que l'administration, quelque part, est négligente effectivement dans. La seconde revendication, elles sont au nombre de plusieurs. Le paiement des frais des évaluations pratiques. Il y a des jurys qui sont formés à la fin de chaque stage effectivement que nous effectuons pour nos étudiants. Ces jurys-là, il faut les payer.
À la date d'aujourd'hui, pour toute l'année académique 2017-2018, rien n'a été fait. On peut le dire ainsi et ça n'est ainsi. Et que ces gens-là, c'est nos répondants au niveau des terrains de stage. Ils attendent à ce qu'on les désintéresse. Nous ne sommes pas la seule école encore. Toutes les autres écoles se sont permis effectivement de régler cette histoire. Pourquoi l'UNSP en ferait exception? On ne comprend pas. Ça joue sur la qualité effectivement de l'enseignement. Si vous partez sur le terrain, ce ne sont pas nos seuls étudiants qui vont. Ce qui fait en sorte que quelque part, ils sont responsables si nos étudiants ne sont pas pris effectivement en compte effectivement dans l'évaluation des stages. Toutes les tentatives pour y remédier ont été sans suite. Si nous sommes réduits aujourd'hui à faire cet arrêt de travail-là, c'est parce qu'on les a toujours approchés. Mais nous avons constaté qu'il y a une fuite en avant qui n'arrange personne. Qui n'arrange personne. On a même été plus loin. Là derrière, on a fait une ampliation au PCA, même au ministre. Mais malheureusement, personne ne nous a répondu. Cela veut dire que la fuite en avant, là, elle est générale au niveau de l'administration. Et ça, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. La section CISAS NSP d'Amour Zika de Niamey, tout restant disposée à un dialogue franc et réaffirme sa ferme détermination à faire aboutir ces différents points de revendication. Lancement officiel ce matin au palais de congrès du programme de master en sciences infirmières et obstétricales, la spécialité gynécologie obstétrique. Une cérémonie qui a vu la présence de la première dame Hajia Aissata Issoufou, marraine du centre régional d'excellence en formation de master. Le compte rendu de Abdelrazak Léo et Chebou Guissou. La présente cérémonie marque le lancement officiel du programme de master en sciences infirmières et obstétricales, spécialité gynécologie obstétricale à l'École nationale de santé publique d'Amour Zika de Niamey. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui rentre dans le cadre des activités du projet SWED dans son volet accompagnement de la région du Sahel pour combler le gap en enseignants qualifiés pour la formation du personnel de santé, les sages-femmes en particulier, à travers la création de centres régionaux d'excellence pour qu'ils puissent former une masse critique de titulaires de master en sciences infirmières et obstétricales. Pour ce faire, et dans le cadre de l'accompagnement technique qu'ils apportent, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OMS, ont conjointement lancé un appel à manifestation dans les 6 pays couverts par le projet. Au terme du processus d'évaluation des capacités techniques et pédagogiques par des experts indépendants internationaux de haut niveau, 7 écoles de formation ont été présélectionnées, parmi lesquelles 3 ont été retenues comme centres d'excellence. En 54 ans d'existence, cette institution a formé plus de 10 000 agents de santé, toutes catégories confondues, et exerçant à tous les échelons de la pyramide sanitaire nationale. Elle jouit depuis quelques années d'une grande notoriété justifiée en un point douté par la confiance que lui témoignent beaucoup de pays, dont entre autres le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun et le Tchad, pour ne citer que ceci. Sans oublier certaines structures sanitaires non gouvernementales, telles que le centre de Bemberké au Bénin et la CIM de Galmi au Niger. À noter la présence de Monsieur le ministre de la Santé publique qui n'a pas manqué de rappeler 2 événements importants qui ont marqué l'année académique 2017-2018. Le premier événement, l'école s'est dotée d'un nouvel statut lui permettant d'assurer la formation selon le format LMD, licence, master, doctorat. Le deuxième grand événement est la brillante sélection régionale de l'ENSP d'Amour Zika pour abriter l'un des 3 centres d'excellence de la sous-région africaine. En effet, l'ENSP d'Amour Zika a eu l'opportunité et le privilège de faire partir des écoles de la sous-région qui ont postulé. Aujourd'hui, avec ce centre d'excellence, l'ENSP d'Amour Zika est appelé à travailler davantage et mieux ensemble pour rationaliser ses moyens, orienter ses acquis vers les actions qui ont un haut impact
sur l'amélioration de la formation des étudiants dans toutes les filières. À noter également la présence au cours de cette cérémonie de Madame la Première Dame Hajia Aïssata Issoufou, marraine du Centre régional d'excellence en formation de master en sciences infirmières et obstétricales au Niger. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal. Pour se conformer au dispositif de l'UEMOA, l'État du Niger a demandé aux contractuels de l'enseignement de domicilier leur pécule au niveau de Niger Post. Pour mieux expliquer les tenants et les aboutissants de ce processus de bancarisation, le directeur général de Niger Post était cet après-midi devant la presse. Je vous invite à le suivre. Très bonne réception. Suite au communiqué qu'il y a eu, que le ministère des Finances a fait autour de la bancarisation des pécules. Donc c'est pour donner des éléments d'appréciation et des éléments d'information complémentaires à cette information-là. Il vous souviendra que le 12 novembre, le ministère des Finances a fait un communiqué indiquant que le ministre des Finances a l'honneur d'informer le public que Niger Post est la structure retenue pour le paiement des pécules de l'ensemble des contractuels de l'État. Donc, et avec un certain nombre d'informations complémentaires. Cette information a suscité quelques interrogations ou quelques demandes d'informations complémentaires et des interventions dans les médias, ce qui est tout à fait normal. Donc, je suis là pour donner des informations complémentaires par rapport à ces questionnements qui sont là et expliquer un peu le processus qui a mené à cette décision du ministère des Finances. Et ensuite, s'il y a des points que j'ai oubliés, que j'ai omis, répondre à vos questions à ce niveau-là, puisque c'est un sujet quand même assez important. Le processus de paiement de la bancarisation des contractuels, des pécules des contractuels de l'État rentre dans le processus global de la bancarisation de l'ensemble du personnel de l'État. Donc, le ministère des Finances a engagé ce dispositif-là, ce processus-là, depuis un certain temps. Et il y a deux cas. Et donc, il y a les fonctionnaires de l'État qui subissent un autre processus, mais il y a aussi les contractuels pour lesquels il y a un dispositif particulier. Donc, à ce moment-là, en fait, il y a eu une demande de l'État à un certain nombre d'établissements pour pouvoir les accompagner dans ce dispositif. Nous, Niger Post, nous leur avons fait une offre qui, en tout cas, rentre dans le cadre de cet objectif qu'a fixé l'État, en nous appuyant sur nos forces. La première de nos forces, c'est notre réseau. Notre réseau, on dispose de plus de 100 agences physiques dans l'ensemble du territoire. Notre capillarité réseau est la plus dense du Niger. On est présent à Bilma, on est présent, contrairement à ce que certains pensent, à Bilma, à Aderbisnat, à Gotei, à Falmey, etc., etc. On est présent dans toutes ces régions-là des communes. Je tiens déjà à rappeler que Niger Post, en son temps, l'OPT était la structure financière qui payait tous les enseignants, tous les agents de l'État. Il y avait plus de 40 000 personnes. Et ça, il y a cela 30 ans, 40 ans. Donc, ce n'est pas une difficulté pour nous de pouvoir gérer, on va dire, le flux de personnes qui vont venir à travers le partenariat qu'on a signé avec le ministère des Finances. Deuxième chose, notre rôle. Niger Post est une société d'État qui a un rôle de service public universel. Le premier rôle, c'est l'inclusion sociale. L'inclusion sociale, à travers notre activité qui est un peu plus connue par le public, qui est les échanges de courrier. Je tiens à dire que pour nous, envoyer un courrier de 20 grammes de Niamey à Bilma ou de Niamey à Dosso, c'est le même prix. Ce qu'on appelle la péréquation tarifaire, à 250 francs. C'est-à-dire que notre rôle est de permettre à ce que la population puisse communiquer entre elles sans un coût qui peut être considéré pour elles comme une exclusion. Donc l'inclusion sociale à travers le service public universel. Deuxième chose, deuxième rôle, l'inclusion financière. C'est-à-dire on a effectivement ce que je viens de dire sur le courrier, mais il y a aussi sur le fait que les gens peuvent accéder aux services financiers de base.
Donc, accéder à un service financier de base, c'est d'une part avoir la représentativité dans l'ensemble du territoire et d'autre part avoir des coûts d'accès faibles. Aujourd'hui, pour que quelqu'un ouvre un compte CCP, que les plus anciens connaissent, bancaire, qui est un compte postal, mais qui est considéré comme un compte bancaire, ces frais de tenue de compte sont de 833 francs. Vous voyez, c'est quand même assez faible par rapport à ce que d'autres institutions financières pratiquent comme prix. Donc, nous, on avait proposé un prix de 500 francs pour les contractuels. Parce que l'idée, c'est pas de faire en sorte que on puisse, à travers cette population qui arrive, essayer de gagner quelque chose. Nous, on a un rôle d'inclusion financière. Et d'ailleurs, il y a un projet d'inclusion financière au-delà de la bancarisation qui montre que sans la Poste, sans Niger Post, il est impossible de faire l'inclusion financière au Niger. Ok ? Donc, je voulais quand même faire cette petite étape pour dire, quand on a fait cette offre à l'État, qui a consulté un certain nombre d'établissements financiers, ils ont été sensibles à ça. Je répète, la densité de notre réseau, la capillarité de ce réseau et la facilité d'accès à des prix acceptables pour des populations qui n'ont pas un revenu aussi important que d'autres populations qui ont un revenu plus important. Et aussi l'innovation. Parce qu'au-delà de notre réseau physique, qui est quand même un gros acquis par rapport à un certain nombre d'établissements financiers, on a fait aussi une autre offre plus innovante, qui consiste à un moment donné, dans très peu de temps, à pouvoir recevoir son salaire via les smartphones. C'est ce qu'on appelle la digitalisation. Et associer un certain nombre de services qui permettront à une personne, dès la réception de son salaire à travers une application, de pouvoir faire ce qu'on appelle les services, on va dire, qui lui sont assez importants, quoi. Paiement de facture Nigélec, par exemple, paiement de facture SIN et faire du transfert d'argent. Pourquoi ça ? Vous savez, dans la sociologie des contractuels notamment, il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont dans des villages éloignés et qui, pour aller chercher leur pécule, sont obligés effectivement d'arrêter leur travail, de remonter dans la commune la plus proche. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent du temps, parce que si l'argent n'est pas arrivé à ce moment-là, vous voyez un peu tout ce décalage. Et quand ils prennent cet argent, souvent ce n'est pas pour eux. Ils l'envoient à leurs parents, ils payent, etc. Nous, ce qu'on va offrir à travers cette offre de digitalisation, c'est qu'il est dans son village, de Ourefane par exemple, il n'a pas besoin de se déplacer, il pourra payer, s'il paye les factures de Nigélec et signe de sa famille, payer ses factures de Nigélec directement de ce village. Et s'il veut faire du transfert d'argent, parce qu'il y a le transfert d'argent, il pourra le faire directement. Et maintenant, vous allez dire, comment il va faire lui-même, puisqu'il n'a pas l'argent liquide au village. Ce qu'on veut mettre en place, c'est mettre en place un dispositif avec aussi les personnes, les commerçants qui sont au village, pour eux aussi qu'ils puissent avoir cette application, pour qu'ils puissent payer ces services de base pour lui, à manger, à boire, etc., directement, sans mettre de l'argent à travers ce système. Voilà où est-ce qu'on veut aller. C'est permettre à ce que tout un chacun, à n'importe quel territoire du pays, puisse accéder à son salaire et puisse en bénéficier. Donc, la première étape, je répète, le réseau physique où il y a la manipulation physique de l'argent. Et la deuxième étape qui va arriver très vite en début d'année, cette possibilité-là. C'est de l'innovation et ça va permettre, il y aura de la sensibilisation qu'on va faire pour aider tout un chacun à pouvoir faire ces usages. Donc, la ministre des Finances a été très sensible à cette offre. Et il a été aussi sensible sur un point particulier, qui va permettre d'aborder un sujet qui est autour de l'obligation. En tout cas, il y a eu un certain émoi sur le fait qu'on dise que tout le monde est obligé d'aller à Niger Post, c'est une imposition, etc. Je vais expliquer un peu le pourquoi du comment et qu'est-ce qui a amené ce processus à ce niveau comment dirais-je, en tout cas, comment est-ce que ce processus est né. Vous savez, entre les fonctionnaires et les contractuels, le dispositif, le processus de paiement est totalement différent. Les fonctionnaires, ils ont un matricule, ils sont informatisés, leur état de paiement, très rapidement du ministère des Finances, passe au Trésor, etc. Ça va très vite. Les contractuels ont une problématique. Il y a une problématique autour des contractuels. Tout est papier. C'est-à-dire qu'il faut
dans le village, ensuite dans la commune, dans le département, avoir un état papier signé, validé par les responsables à chaque niveau, qui remonte ça à Niamey, après la validation régionale, qui remonte ça à Niamey, qui font aussi leur validation, etc., avec toutes les erreurs autour du papier que cela implique, et qui en même temps, quand c'est validé, les renvoient dans ces régions pour les faire payer. Rien que ce processus-là empêche ce qui est très important pour un contractuel d'être payé à temps. Un contractuel, en fait, est payé aujourd'hui largement après le mois passé. Pourquoi? Rien que ce dispositif de processus papier très lourd, très prenant en temps, etc. Donc, en réalité, pour que ce dispositif, qui est la première, parce que nous, on a travaillé aussi sur la sociologie avec les contractuels, on a discuté avec les syndicats bien avant que le projet puisse venir. La première chose qui les importe, c'est d'être payé à temps. La première chose. Quel que soit le niveau d'imposition, entre guillemets, etc., c'est ça la première chose. En réalité, avec ce processus papier qui va s'informatiser, à disposer d'un fichier clair, permettre d'identifier tout le monde, etc., ça permettra au ministère des Finances, en un temps rapide, de pouvoir mettre en place l'état de paiement de ces contractuels. Mais cela nécessite un certain processus. Cela nécessite le fait qu'on passe du papier à l'informatique. Et cela nécessite un petit temps d'adaptation. Et cela ne pourra avoir de succès que si c'est un seul établissement financier qui reçoit ces éléments-là, qui permettra et à cet établissement financier de pouvoir, avec cette base 100 d'informations, et au ministère des Finances, avec cette information, de pouvoir faire en sorte que tout ce qui est à corriger puisse être corrigé. Voilà pourquoi il y a eu le choix d'un partenaire, pas le choix de plusieurs partenaires. Parce que si on choisit plusieurs partenaires, si les contractuels se lèvent, disent, bon, moi je vais aller dans telle banque, etc., ce processus ne pourra pas être enclenché. Il y a ce délai-là qui, à terme, permettra à tout un chacun d'être dans la position qu'il veut, mais il y a ce processus-là qui doit être fait. Donc vous voyez, il y a le gain de temps, c'est-à-dire avec un seul partenaire, le fait de pouvoir faire en sorte que les fichiers soient stabilisés, assainis et puis utiles par rapport à l'usage qui doit être fait, et le travail, on va dire, d'identification réelle, physique, etc. de tout le monde, il ne peut se faire qu'à travers un établissement financier. Et l'État nous a choisi, je reviens, sur la base de 2 points importants. Notre présence à Belma, notre présence à Dirkou, notre présence à Derbisnat, notre présence à Bermo. Aucun établissement financier qui donne des salaires n'a cette présence. Aucun. Donc, je comprends effectivement quand le communiqué brut vient comme ça, quand il n'y a pas d'explication, et donc il était question effectivement que je fasse cette conférence de presse pour expliquer un certain nombre de choses, et qu'on donne ces informations-là pour la compréhension. Et c'est normal qu'effectivement il y ait eu des questionnements sur ce sujet qui sont tout à fait légitimes. Donc ce qu'on a convenu avec le ministère des Finances est basé sur 2 choses qui sont dans le communiqué. La première, c'est de faire ce qu'on appelle un test à Niamey. Faire en sorte que la machine marche, etc., que ça se passe bien. Je profite pour rectifier un point. On a plus d'une dizaine d'agences à Niamey. Plus d'une dizaine, 12 ou 13, je n'ai plus, peut-être 14 ou 15. On a choisi 4 bureaux, 4 agences. On n'a pas choisi 4 guichets. On sait ce qu'on fait quand même. Quand on dit que, je vais vous donner le nombre de contractuels qui est à Niamey, c'est 5626. Donc, ce n'est pas un choix comme ça, c'est un choix tout à fait réfléchi d'identifier les zones de paiement qui sont dans le communiqué et d'identifier les guichets qui permettent ce paiement. L'ensemble de ces 4 bureaux représente plus de 20 guichets. Si vous faites un calcul rapide, ça fait donc, avec les 5626, ça fait à peu près 300 contractuels qui peuvent être payés par guichet, à peu près. Donc, c'est pas quelque chose de... On a même calculé le nombre de jours qu'on va les payer, qui doit être autour de 2 jours, rapidement, avec un dispositif qui permettra même d'aller au-delà de certaines heures. Ça peut être même en un jour. Donc, tout ça, c'est calculé. Donc, j'ai entendu parler de 4 guichets. Non, il n'y a pas 4 guichets, il y a plus de 20 guichets, répartis dans 20 bureaux.
Ça, c'est le premier aspect. Donc, l'idée, c'est de faire ce test à Niamey, d'informatiser le fichier, d'avoir la possibilité de les payer, d'identifier les problématiques qu'il y a. Ensuite, le plus grand nombre se trouve à l'intérieur du pays, largement autour de 60 000, etc. 60 000, 70 000. Il y a effectivement un défi là, un défi de pouvoir les payer à temps, et on est préparé à ce défi. Et l'idée, c'est quoi? C'est que la phase qu'on a prévue, c'est-à-dire novembre et décembre, c'est que pour montrer notre capacité, en tout cas vraiment notre dévouement par rapport à ce travail, c'est d'être en capacité. On offre les frais de tenue de compte qui, je rappelle, sont de 500 francs. On offre les frais de tenue de compte. Ils viendront, ils seront payés, ils seront contents de notre prestation. À partir de janvier, on a pensé aussi à un deuxième aspect. À partir de janvier, les contractuels auront des frais de tenue de compte assez dérisoires, vraiment, qui sont de 500 francs, mais en même temps, ils gagneront un certain nombre d'avantages. Comme n'importe quel compte ordinaire, ils pourront avoir accès à des paiements d'achat de petits matériels. Parce que c'est ça, souvent les contractuels sont assez jeunes, ils commencent à se réaliser dans leur vie, ils ont besoin d'une moto, d'un frigo, etc. Donc on va mettre en place ce dispositif pour les accompagner par rapport à cela. Donc ça, c'est le deuxième aspect autour, on va dire, de l'opérationnalisation, on va dire, de ce projet qu'on a mis en place avec le ministère des Finances. Je vais anticiper une question. La notion d'obligation, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas la voir comme ça, c'est-à-dire il ne faut pas prendre l'information de manière brute. En fait, le ministère des Finances veut permettre d'avoir une base aussi saine, limpide, que celle qu'il y a sur les fonctionnaires, par exemple. C'est-à-dire que tous le processus de papier que je vous ai expliqué, que ça n'existe plus. À partir de ce moment-là, à terme, on pourra, comment dirais-je, n'importe qui pourra aller dans la structure qu'il veut. Mais ça, c'est à terme. Il ne faut pas... Parce que si on biaise un peu cela dès le début, le dispositif de pouvoir assainir le fichier va être caduc. Ça, c'est le premier aspect des choses que je voulais soulever. Et un point crucial, c'est effectivement, certaines personnes disent qu'ils sont déjà bancarisés, ils ont déjà leur compte, ils ont des crédits. Cela n'est pas du tout un souci. Je tiens juste à rappeler une chose très importante que la population doit savoir. Aujourd'hui, il n'y a aucun contractuel légitimement, officiellement, qui a un compte bancaire. Les contractuels sont payés à travers les billetteurs et puis les DRS. Maintenant, effectivement, il y a eu des dispositifs qui ont été en place entre, on va dire, ces billetteurs, les syndicats probablement, et puis les banques, pour permettre à certains contractuels, une masse de contractuels, de pouvoir accéder à des crédits. D'accord? Donc c'est un dispositif informel. Parce que quand on vous dit qu'il y a certains qui ont déjà leur compte de leur banque, ils ne sont pas payés. Pour être bancarisé, c'est un dispositif très simple. Tu reçois ton salaire directement dans ta structure de paiement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils reçoivent leur salaire à travers les billetteurs et des RSX. Ensuite, il y a un dispositif qui a été mis en place avec les structures financières, les syndicats, etc., pour pouvoir permettre à ceux qui accèdent à des crédits. Donc, ce point-là aussi a été travaillé. On a discuté de ce point-là avec le ministère des Finances. Et puis, on a même discuté de ce point-là avec la plupart des syndicats. Je répondrai à des questions quand ce sera plus précis là-dessus. C'est lequel on a dit, il n'y a aucun problème. Vous savez, vous ne pouvez pas passer d'un état A à un état B en pensant que, voilà, on va changer et puis tout est beau, etc. Il y a un processus à faire. On connaît très bien ces cas de figure. Très important pour les contractuels. Donc, on a prévu de rencontrer les syndicats, les banques, pour lesquels les clients ont un certain mandatement par rapport à leur crédit, pour que nous, quand on recevra ces paiements, en collaboration avec les syndicats et les banques, pour que le mandatement prévu pour telle banque qui a tel crédit avec telle personne puisse être fait, de manière à ce que la personne ne soit pas biaisée par rapport à par rapport à sa situation. Donc cela n'est pas un problème, et c'est déjà identifié depuis le mois d'octobre, depuis début octobre, pour lesquels on avait eu une discussion avec les syndicats. On leur a dit que c'est ça qu'on va mettre en place. Maintenant, on va les rencontrer, eux tous.
on va rencontrer aussi les banques pour faire en sorte qu'au moment où il y aura les états de paiement, qu'on fasse effectivement le lien, ou en tout cas qu'on puisse permettre à ce que les banques puissent accéder à leur dû. Donc, la phase d'identification est une phase qu'on a proposée. C'est une phase de connaître nos nouveaux clients, de les mettre à l'aise, d'être dans un dispositif, de se dire voilà, le jour où tu vas être payé, tu viendras dans tel bureau et tu auras tel état de paiement. Parce que effectivement, ces personnes, la plupart n'ont jamais été bancarisées, ils ne savent pas ce que c'est la bancarisation. En tout cas, prendre son salaire directement à travers un établissement financier bancaire. Donc l'idée, c'était quoi? C'était qu'ils viennent, qu'ils prennent leurs feuillets de paiement, qui sont des chèques, qu'ils se fassent identifier auprès de nous, qu'on identifie qu'ils existent vraiment. Ça participe aussi dans le cadre de l'assainissement de cette base. C'est ça aussi qui est important, parce qu'il faut se le dire, il faut qu'on assainisse cette base contractuelle, parce qu'il y a des contractuels qui ne sont plus contractuels, qui font d'autres fonctions, etc. Donc si tu es vraiment contractuel, tu viens t'identifier pour être sûr que comment dirais-je, c'est toi qui bénéficies de ton salaire avec ta carte d'identité ou ton passeport. Donc la phase d'identification était effectivement liée à cela. La phase de paiement se fera dès lors que le ministère des Finances mettra à disposition les fonds pour le paiement. Très vite, on fera... Bon, les gens sauront que le paiement a été fait et on fera le paiement. L'idée de cette phase d'identification, c'était vraiment pour se connaître, pour leur donner des informations, pour les rassurer, pour leur dire voilà comment ça se passait. Et effectivement, ça me permet de rebondir sur un des points que j'ai vu circuler un peu sur les réseaux sociaux, disant que dans cette phase d'identification, on va faire arrêter, on va dire, le travail des gens, etc. La phase d'identification, on dit elle doit commencer à partir d'aujourd'hui, du 15. Mais la personne, ce n'est pas une phase obligatoire. Si la personne n'est pas disponible pour se faire identifier, le jour de paiement, elle peut venir se faire et identifier et payer. Il n'y a pas de, comment dire, c'est pas une obligation. Parce que si vous ne faites pas cette phase, vous n'allez pas être puni ou quelque chose comme ça, de ne pas être payé. Ça permettra juste de rendre fluide le dispositif. Voilà à quoi sert cette phase d'identification. Et j'en profite pour demander aux contractuels d'être très sereins, de ne pas se précipiter, on va dire, dès aujourd'hui, partout pour dire que si je ne me fais pas identifier aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas aller, etc. Non, qu'ils soient très sereins, ils seront payés. Le jour où il y aura la phase de paiement, s'ils ne sont pas fait identifier, il n'y a pas de souci, ils se feront et identifier et payer. La mairie, la commune, etc. Cette phase, on va dire, de décentralisation. En fait, il y a une confusion sur 2 points. Les mairies, etc., font les recrutements, font tout ce qui est administratif, etc. Mais ce n'est pas eux qui gèrent le paiement des contractuels. Les contractuels se feront payer dans les agences de poste qui sont à côté des mairies, tout simplement. Il y a la phase administrative que gère la mairie et il y a la phase financière ou de paiement que le ministère des Finances nous donne, ce qu'on appelle les états de paiement, et qui nous permettent de les payer. Parce que les mairies n'ont pas vocation, ne sont pas des établissements financiers. C'est très important de le savoir. Parce qu'on veut assainir un peu le dispositif, on ne va pas passer d'un état A à un état encore plus compliqué. On est dans une phase de bancarisation, je rappelle. Sur la question de la léthargie, effectivement, on est dans une phase de construction, de redressement. Et Niger Post aujourd'hui est très fier d'être une entreprise en pleine croissance. On a vraiment nos indicateurs sur nos performances, aussi bien chiffre d'affaires, etc., qui sont extrêmement bons, parce que dû à notre offensive de se renouveler, de se reposer des questions nous-mêmes, de se dire quels étaient nos tares et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer, c'est aussi l'accueil du client, etc. On est vraiment dans une phase de décollage. On a une courbe assez exponentielle autour de nos chiffres. Et le ministère des Finances a vu cela. Je pense qu'effectivement, si le ministère des Finances n'avait pas vu que c'était une société qui se bat, une société qui a envie d'être une société qui compte, une société qui a eu des marchés très intéressants sur divers
autre activité qu'on a, qui voit que c'est une société qui veut s'en sortir, qui veut être une société sur laquelle l'État peut compter dans un futur. Je parle de l'inclusion financière. Vous savez, les indicateurs du Niger en termes de taux de bancarisation sont extrêmement faibles, autour de 5%. Avec cette bancarisation qui va venir, ça va permettre automatiquement à l'État d'avoir un taux de bancarisation élevé, à assainir tout son dispositif financier, etc. Et permettre à l'État d'être l'État vraiment capable de faire face à ses obligations. Donc, pour répondre à votre question, tout à l'heure, vous savez, je vous avais dit que on a une obligation de service public universel. L'obligation de service public universel impose quelque part à Niger Post d'avoir des tarifs accessibles. Vous savez, il y a des régions du Niger où jamais vous ne verrez une banque. Parce qu'une banque, elle doit voir est-ce qu'elle gagne ou elle ne gagne pas. Nous, on est obligé d'être présents dans pratiquement tous les départements, toutes les communes et si possible tous les villages. Parce que la Poste, Niger Post, au-delà de ce dispositif, c'est quelque part la maison du citoyen. Vous savez quoi la maison du citoyen? C'est-à-dire que lorsqu'il a besoin d'avoir ses papiers administratifs, lorsqu'il a besoin d'envoyer un courrier très important, par exemple pour une inscription à l'école, lorsqu'il a besoin de faire un transfert d'argent, lorsqu'il a besoin d'avoir son salaire, il doit avoir dans son village une représentation quelque part de l'État qui lui permette de pouvoir accéder aux services de base de l'État. C'est comme ça qu'on raisonne du côté Niger Post. Nous savons le salaire la moyenne de salaire, si je peux appeler ça salaire, effectivement, ou des pécules, des contractuels, qui n'est pas très élevé. Donc nous ne pouvons pas nous permettre d'appliquer des tarifs qui vont quelque part les blesser. C'est ça qui nous a motivés par rapport à ce tarif-là. Et d'ailleurs, j'invite aussi les fonctionnaires, je profite de cette tribune pour dire que les fonctionnaires aussi peuvent revenir en masse chez nous. Je profite pour dire aussi que, parce que peut-être que certains ne le savent pas, parce qu'on a dit effectivement on était dans une certaine léthargie, on est un établissement financier qui paye les salaires des fonctionnaires, des gendarmes. Je vous donne par exemple l'exemple des gendarmes. Vous savez pourquoi les gendarmes sont chez nous? Parce que déjà c'est une population mobile, et une population qui peut être pour des besoins de la protection de la nation, être à des endroits éloignés, on va dire, des zones bancaires, des services financiers, mais ils se font payer et peuvent se faire payer, on va dire, dans des endroits très reculés du pays. Vous voyez? Donc ces personnes-là sont déjà, il y a une grande partie qui est avec nous, il y a des fonctionnaires qui sont avec nous, qui se font payer chez nous. Et donc, tout ça va participer quelque part avec l'élan qu'on va avoir, Inch'Allah, avec les contractuels, à faire en sorte de rendre encore plus robuste notre service financier. Parce qu'on aura encore plus d'obligations à être plus accueillants, beaucoup plus accueillants, à comprendre notre client et à faire en sorte qu'il soit satisfait. Donc les 500 francs, c'est un prix effectivement qui n'est pas très élevé pour ne pas toucher, on va dire, les contractuels, mais nous, cela ne nous impacte pas financièrement pour pouvoir faire les services, on va dire, attendus par eux. Quand quelqu'un dit « Ah, j'ai pas reçu mon courrier », ça a un effet, on va dire, multiplicateur. « Ah, je ne reçois pas mon courrier, je ne reçois pas mon colis » ou bien quand je reçois mon colis, il était ouvert. Je vais vous expliquer, par exemple, comment ça marche au niveau mondial sur les courriers qu'on reçoit au niveau international. Et surtout, par exemple, le e-commerce. Je donne un exemple tout simple. Le e-commerce, c'est à l'envoi des colis. Vous commandez sur Amazon, sur Alibaba, etc. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé notre plateforme de e-commerce à nous, qui s'appelle Kaomini, pour vraiment prendre une avance là-dessus. Quand vous commandez un colis aux États-Unis, quand le colis n'arrive pas, la première chose que vous allez dire, ah, c'est la faute de Niger Post. OK? Ou quand le colis arrive et qu'il y a un problème, je vous rassure, c'est très rare, c'est la faute de Niger Post, c'est la faute du destinataire. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous commandez un colis, la poste aux États-Unis pèse le colis au départ, disons c'est 5 kilos.
aujourd'hui, il n'y a pas de liaison directe entre les États-Unis et la France, les États-Unis et le Niger. Ça passe soit par la France, soit un partenaire qu'ils ont, Maroc, etc. Quand ça arrive en transit chez un de ces partenaires, ils pèsent aussi pour voir si le poids qu'on leur a donné correspond à ceux qu'ils ont sont reçus. Si tel est le cas, on sait qui est le responsable. S'il y a un problème, on sait qui est le responsable. Et quand il y a ce transit, ce colis arrive chez nous. Quand il arrive chez nous, nous aussi on pèse. S'il fait les 5 kilos, on va dire effectivement, des États-Unis on dit qu'il faisait 5 kilos, il est venu chez nous à 5 kilos, tout va bien. Mais s'il arrive à 2 kilos, et qu'en France il était à 2 kilos, ou au Maroc, ou je n'en sais rien, la faute vient de ce pays de transition. Mais effectivement, la vue d'esprit va dire que c'est au Niger qu'il y a eu ce problème. Aujourd'hui, on a un service, juste pour reprendre là-dessus, on a un service qui permet de prendre les réclamations quand il y en a, qu'on suit de manière hebdomadaire pour nous assurer que les clients sont satisfaits. On a 2-3 semaines qui peuvent se suivre sans qu'on ait aucune réclamation. Et quand on a des réclamations, je suis l'indicateur s'il y a un problème sur ça. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez parlé de courrier, n'oubliez pas qu'il y a les courriers internationaux. Il y a les courriers internationaux qui est vraiment important. Maintenant, je reviens sur le plan domestique, national. Sur le plan domestique, c'est encore une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit parce que peut-être avec nos concurrents, il y a une autre façon de voir les choses parce qu'on voit le bus qui part, etc. Tout ça. Mais moi, je peux vous dire que faites l'exercice de déposer un courrier chez nous et vous verrez s'il va arriver ou ne pas arriver. Et vous allez être très surprise et très contente de voir qu'il va arriver. D'ailleurs, un prix, par exemple, s'il est à 20 grammes, de 250, là où vous allez l'amener à 1000 francs. Je vous invite tous à le faire. Vous savez, quand on voit une société comme avant, et puis qu'il y a eu 2-3 histoires qui sont venues, ça devient ce qu'on appelle la légende de la rue, etc. Et donc, ça reste ancré dans les têtes. Refréquentez nos bureaux, vous allez voir que les choses ont beaucoup changé. On a vraiment fait en sorte que au Niger Post ait l'attitude quand les personnes qui arrivent chez elles soient des clients et non des usagers. Parce que en réalité, l'histoire était que quand on était monopolistique dans les années 80-90, les personnes étaient obligées de venir chez nous, donc c'était des usagers. On est une des sociétés les plus dynamiques aujourd'hui en termes de résultats. Sur un certain nombre de produits, on a des progressions à 200, 300, 400%. Donc, c'est un défi, un gros challenge pour nous, mais c'est un challenge qu'on va relever, Inch'Allah. Aujourd'hui, qu'est-ce qui provoque le retard? Quand il y a un mal, il faut chercher d'où vient le mal. Le mal, et c'est ce que j'ai expliqué dès le départ. Le dispositif, le processus permettant de dire qu'on va payer tel nombre de personnes à telle région, rien qu'en lui-même, est tellement long, avec tous les dispositifs papier dont je vous dis, il faut émarger, il faut amener, si la personne est malade, il faut attendre qu'elle se guérisse pour signer, etc., est tellement long qu'effectivement, il y a des retards pour les paiements de ces contractuels liés à ce dispositif. C'est structurel. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, je vous ai parlé qu'on va faire une informatisation de ça. Notre idée, nous, on se pose comme le premier partenaire des contractuels vis-à-vis de l'État. Pourquoi? En faisant cette informatisation, en rendant ce processus papier long, en un seul clic où il y aura juste des ajustements, on pourra être en position, le contractuel pourra être en position dans un délai très court terme, quand le ministère des Finances sera assez à l'aise avec ça, de pouvoir dire je paye les contractuels en même temps que les fonctionnaires. Première chose auquel le contractuel n'est pas habitué. D'abord. Et deuxième chose, le fait que l'État choisisse la structure Niger Post, par rapport à tous ces services qu'on va lui donner, il y a aussi un engagement de l'État à s'assurer de la mise à disposition des fonds de paiement, des états de paiement de ces contractuels-là. En tout cas, nous, c'est pour ça que je dis que nous serons l'avocat des contractuels vis-à-vis du ministère des Finances, de manière à ce qu'ils soient payés à temps et en heure. Donc, on leur mettra la pression pour qu'il y ait le paiement. Et effectivement, comme je dis, votre question est pertinente. Maintenant, je réponds à votre question. C'est un langage franc qu'on a eu avec tous les syndicats et puis les confédérations, c'est ça? Bon. En tout cas, avec tous les syndicats, les centrales, voilà. Excusez-moi, ça m'a un peu échappé. Avec les centrales. On leur a dit, écoutez, nous, on ne fait pas d'avance de salaire.
Par contre, nous, on s'engage à ce que le salaire vienne à terme échu. Ça, c'est notre engagement. Et, en fait, vous savez, on les avait rencontrés à 3. Ils me de finir à côté. Parce que quand cette question a été posée, on dit, bon, nous, on ne va pas vous lâcher pour que vous nous payiez, pour qu'on paye les contractuels. Donc, nous, on a on vous le verrez dans les prochains mois. Aujourd'hui, en réalité, la problématique des contractuels n'est pas une problématique de fonds. Quand je dis de fonds, de l'argent, c'est-à-dire parce que les fonctionnaires sont payés beaucoup plus, ça représente un fonds plus important. La problématique est tout ce processus-là qui n'est pas simple, qui est papier, quand c'est prêt, bon, l'argent n'est plus trop disponible à tel moment, etc. Vous voyez, parce que c'est parti. Alors que quand on doit être payé au même moment que les fonctionnaires, c'est parti, tout le monde va être payé.